BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Avec Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Monsieur. Le directeur général de bienprévoir.fr. On est en plein cœur de toutes les discussions qui nous emmènent vers ce qu'on appelle la loi Pacte. Cette volonté que le gouvernement affiche de drainer notre épargne, l'épargne des Français, vers les entreprises et aussi de les inciter finalement à mieux préparer leur retraite. Et dans ce cadre-là, vous avez envie de nous parler du contrat luxembourgeois. Dites-nous tout. On est dans le domaine de l'assurance vie. Tout le monde ne le connaît peut-être pas. On refait un petit rappel ce que c'est que ce contrat luxembourgeois. Bien sûr, le contrat luxembourgeois, c'est un contrat d'assurance vie en fait, qui permet aux épargnants français notamment, et luxembourgeois, enfin tous les Européens, de placer leur épargne, une partie de leur épargne au Luxembourg. Et notamment, je rappelle pour démarrer, c'est que lorsque un Français place son épargne dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg, il paye sa fiscalité en France. Donc il n'y a pas d'enjeu fiscal. Oui, c'est totalement légal. C'est totalement légal. On utilise en fait le principe de la libre circulation des biens et des personnes en Europe, entre les pays. Donc de ce point de vue-là, c'est complètement légal. Il ne s'agit pas d'évasion fiscale. Donc les autres avantages principaux qu'on a au Luxembourg... On le présente comme plus sûr, entre guillemets, parfois. Il est plus sûr, il est plus destiné quand même, il faut le dire, aux épargnants qui ont la volonté d'aller sur ce qu'on appelle les unités de compte. La partie garantie en capital, la partie fonds en euros, on la laisse tomber lorsqu'on va au Luxembourg. L'idée, c'est plutôt d'aller vers un contrat d'assurance vie beaucoup plus agile, beaucoup plus souple, plus sécuritaire également en termes de protection de l'épargne, puisqu'on a ce qu'on appelle le triangle de sécurité. On a un certain nombre de dispositifs au Luxembourg qui garantissent de façon illimitée l'épargne, alors qu'en France, on a une garantie d'État de 70 000 € par compagnie par tête. Au Luxembourg, c'est illimité. Et en plus de ça, le Luxembourg a eu l'intelligence de mettre en place une muraille de Chine entre la compagnie d'assurance vie et les fonds qui sont en fait d'une certaine manière logés dans une banque tierce. Donc si la compagnie d'assurance vie connaît une défaillance, pourtant, dans ce cas-là, votre épargne est quand même protégée. Ce qui n'est pas le cas en France, et c'est là où je voudrais en venir, justement. Est-ce qu'on a une idée de ce que représente, on va dire, le côté luxembourgeois de l'épargne française? En clair, combien est-ce que l'épargne française investit au Luxembourg? Il faut avoir en tête que c'est à peu près 7 milliards d'euros par an qui partent chaque année. Et là, je suis sur des chiffres 2016 et non pas 2017. Pourquoi je fais la distinction? Parce qu'en fait, les chiffres ne sont pas encore sortis sur 2017. Il y a eu, je vous rappelle, la promulgation de la loi Sapin 2, qui a fait une peur importante, qui a généré une peur importante, une crainte auprès des épargnants notamment, qui ont des gros patrimoines en France, qui ont eu la crainte qu'en fait que leur épargne soit saisie par l'État, qui soit bloquée. Et depuis ce moment-là, depuis novembre 2016, il y a eu un afflux beaucoup plus important. Donc je pense que les chiffres... Même si on ne peut pas vraiment dire que le contrat luxembourgeois est échappé totalement à la loi Sapin, parce que beaucoup des fonds en euros intégrés au contrat luxembourgeois sont réassurés en France. Mais je reviens sur le fait qu'on ne va pas au Luxembourg. Non, on est d'accord, mais bon. Donc voilà. Et donc d'une certaine manière, aujourd'hui, on est sur une base connue de 7 milliards par an qui partent. En réalité, je pense qu'on est probablement sur une augmentation de 25 à 30% par rapport à ces chiffres-là. On verra en juillet où on en est. La France représente le premier pays épargnant au Luxembourg, devant l'Italie, devant l'Allemagne. On est à 45 milliards d'épargne qui sont stockés au Luxembourg. C'est le quart de le stock de l'assurance vie disponible au total au Luxembourg, devant l'Allemagne. Et du coup, derrière, à 3 fois moins, à 15 milliards d'épargne logée. Et du coup, votre idée, j'allais dire loufoque, mais pas loin, c'est de nous dire pourquoi est-ce qu'on ne s'inspire pas de ces sirènes qui ont entraîné de l'épargne française au Luxembourg pour la faire revenir dans un contrat français, à l'image du Luxembourg, en reprenant les bénéfices du produit luxembourgeois, parce qu'il faut raisonner, on est dans un marché concurrentiel, il ne s'agit pas d'interdire aux Français, d'ailleurs on ne pourrait pas, au regard de la loi européenne, des principes européens, on ne pourrait pas empêcher les Français d'aller épargner au Luxembourg, il s'agit de proposer un produit équivalent. Et je rappelle par exemple que lorsque le gouvernement, parce qu'aujourd'hui le gouvernement à travers la loi Pacte s'intéresse aux manières pour drainer de l'épargne vers un sujet fondamental qui est la disponibilité de fonds propres pour les entreprises françaises. On a imaginé il y a quelques années, il y a 4 ans, le contrat Eurocroissance qui avait exactement les mêmes destination que la recherche qu'on a actuellement. Et on a collecté 2 milliards d'euros en 4 ans. Et là où on collecte chaque année, voilà, c'est pas le bon produit, mais finalement on risque de reproduire le même défaut. Donc il faut construire. Qu'est-ce qu'il faut importer en France? Je pense à quoi devrait ressembler ce
nouveau contrat d'assurance vie. Donc il faut un contrat qui est déjà formidable en France, il faut s'en rappeler les bénéfices qu'on a en termes de transmission de fiscalité. Mais il faut aller plus loin. Il faut une agilité plus forte du contrat d'assurance vie. Au Luxembourg, on peut placer son épargne dans les devises qu'on le souhaite. Notamment, c'est intéressant pour les gens justement qui détiennent une épargne, qui sont prêts à mettre sur une durée assez longue sur les entreprises. Souvent, ces gens, que ce soit des chefs d'entreprise ou à titre particulier, ont de l'épargne en devises. Donc, parce qu'ils ont, par exemple, été expatriés. Et donc, il faut avoir la possibilité d'offrir, et puis c'est une façon de diversifier son risque. On ne peut pas le faire en France réellement de la même manière. Il faut ouvrir la possibilité de détenir un contrat d'assurance vie dans différentes devises. Bon. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un enjeu de protection. Aujourd'hui, je rappelle, on a une protection qui est limitée à 70 000 €, comme je disais tout à l'heure, par tête et par compagnie. Souvent, c'est un frein, même pour les épargnants qui ont un patrimoine très important. Je prends par exemple le fait qu'au Luxembourg, on a une garantie limitée. Je ne demande pas à ce qu'on aille au même niveau, mais prenons par exemple le chiffre de 150 000 € qu'on a vu apparaître au moment de la flat tax. Imaginons que la garantie soit portée de 70 000 à 150 000 €. Déjà ça permettrait à un certain nombre de Français qui sont à la limite ça veut dire qu'il faut gonfler le fonds de réserve. Voilà. Pardon ? Ça veut dire qu'il faudrait gonfler le fonds de... Probablement. Mais là, il s'agit, si on veut faire revenir de l'épargne en France, l'enjeu, c'est quand même le fait de drainer l'épargne des Français vers les fonds propres. Donc, devise, il faut sécurité, quoi d'autre ? Devise, sécurité. Ensuite, il y a un enjeu aussi que j'évoque et qui est très important, c'est une forme de stabilité légale. Le fait simplement de parler de la loi Sapin 2, d'imaginer en 2016 le fait qu'on puisse l'État soit dans une situation où il impose à certaines compagnies d'assurance vie de bloquer les retraits, c'était une forme de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que le fait de l'énoncer a généré ce qu'on voulait éviter. Et donc là, je pense qu'il faut une forme de moratoire sur l'assurance vie en termes de fiscalité, mais également en termes de principes légaux sur l'assurance vie. Il faut arrêter que ça bouge en permanence. Et de cette manière-là... Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, la loi Sapin 2, qui répondait quand même à un besoin, ou à un côté impératif pour les fonds en euros, aurait dû dire on bloquera les fonds en euros plutôt que de dire on bloquera l'assurance vie. En réalité, tout le monde sait très bien que dans le marché, que si les compagnies sont dans un état de défaillance où il y a un risque systémique, de toute façon, l'État, loi ou pas loi, serait obligé de prendre de telles mesures. Donc il faut éviter de faire peur en agitant ce genre de situation, alors qu'en fait, aujourd'hui, le système ne le nécessite pas. Donc simplement, il faut éviter d'en parler, non pas pour cacher les choses, mais pour éviter de créer une peur et qui est en fait en réalité non justifiée. Enfin, d'un autre côté, c'était pas mal d'avertir l'épargnant qu'éventuellement... Mais ça a été très mal compris. Oui, ça a été très mal compris. Ben voilà, un dernier point ou pas, juste avant pour conclure cette petite exhortation Non, je pense qu'en fait aujourd'hui, on parle aujourd'hui effectivement, donc je répète un petit peu les points importants, c'est placer une garantie à 150 000 €, déclarer un moratoire pendant les 8 ou 10 prochaines années, de la même manière qu'aujourd'hui on envisage d'allonger la durée du bénéfice fiscal de l'assurance vie pour encourager l'épargne longue à se mobiliser, que ce soit pour les retraites notamment, à se mobiliser vers les entreprises. Là, il faut déclarer un moratoire, je pense, au moins 10 ans pour envisager que cette épargne revienne de France au Luxembourg. 7 milliards €, c'est pas anodin et ça peut avoir un impact majeur, je pense, sur les fonds propres des entreprises en France. Vincent Kutkovitch pour bienprévoir.fr. Merci Vincent. Bon retour.